Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. 17 ans, c'est une génération, mais ce n'est pas loin. En 1959, pourtant, il se passe en France, dans une campagne de la Sarthe, un drame digne du Moyen-Âge. En 1959, pendant ce temps, M. René Coty, président de la République, prend sa retraite au Havre. Il laisse la place au général de Gaulle et défile sur les Champs-Élysées à ses côtés. La Chine n'a que 600 millions d'individus, mais un bel avenir, Mao s'en occupe. Jacques Anquetil, enfant champion, se marie. Le pape Jean XXIII est élu. Nous vivons la première année du Front Lourd. L'Algérie est un sujet brûlant. On parle d'aller dans la Lune. Marilyn Monroe a inventé le monokini sur les calendriers américains. En 1959 aussi, c'est le premier congrès officiel des guérisseurs venus de tous les coins du monde. La presse et tous les photographes sont là, curieux de leur mystère. Et dans une campagne de la Sarthe, hors du monde, la cour d'assises écoute une sorcière envoûtée et un mage guérisseur. Étonnons-nous car c'est un dossier extraordinaire. Selon la formule consacrée, ignorons les lieux et les noms exacts. Cela ne change rien à l'exemplarité du dossier. Elle, nous l'appellerons Ada. Elle a 30 ans, c'est une paysanne, une forte femme dont les bras manient avec la même rudesse son marmot de 5 ans ou le veau malade qui gémit dans l'étable. C'est la deuxième bête qui meurt en quelques jours. Alors, le regard en dessous, Ada discute avec le vétérinaire. On est maudit, c'est sûr. On n'a rien fait pour mériter ça. C'est pas juste. Bon, enfin, écoutez, ne dites pas de bêtises. Faut désinfecter, isoler les autres bêtes. Allez, je lui ai fait une piqûre. C'est pas pour dire, mais vous êtes le troisième que je paie pour me dire la même chose. Qu'est-ce qu'elle a, cette bête? C'est difficile à dire. Il faut faire des analyses. Vous savez pas, alors? J'ai pas dit ça, madame. Nous saurons peut-être après les analyses, mais je ne peux pas faire de miracle pour l'instant. Je reviendrai la semaine prochaine. C'est pas la peine. Il va crever comme les autres. Allez, le bonjour. Vous dérangez pas. Ada n'est pas aimable, elle n'a pas le temps. Entre le gosse, les bêtes malades et un mari sans muscles, elle a autre chose à faire. De toute façon, on ne lutte pas contre la fatalité. On est maudit, je te dis, Marcel. Ah, Marcel, le mari, est bien de cet avis. En 49, c'est le père, tué par un cheval emballé en plein labourage. Après ça, le fils, une maladie qu'on ne connaît pas. En quelques semaines, il était mort, à 20 ans. Et puis le beau-frère qui s'est suicidé. On n'a jamais su pourquoi. Ah ça oui, il l'a toujours dit, Marcel. Il est entré dans une famille maudite. Pas étonnant que les bêtes crèvent, l'une derrière l'autre. Marcel, ça peut plus durer. Demain, tu iras chercher le mage. Il nous dira de quoi il retourne. Marcel s'en est allé au petit matin avec la vieille fourgonnette chercher le mage François, dans son antre, à 20 kilomètres. Il a fait la queue, au milieu des éclopés, des désespérés. Il s'est mêlé à la foule de ceux qui paient à l'aveuglette un baume mystérieux, une imposition des mains ou des incantations, de ceux qui espèrent guérir leur estomac, récupérer un mari perdu, obtenir le certificat d'études du gamin, se débarrasser de leur verrue ou de leur cancer en vrac. Il a expliqué, Marcel, comme il a pu. On est maudits chez nous. Les gens meurent, les bêtes aussi. Il y a quelque chose qui nous en veut. Combien ça coûte?
Combien ça coûte, le mage verra ça plus tard. Sur le tas. D'abord, il faut examiner les lieux. Je ne suis pas sorcier, je soigne, monsieur. Tout ce que je peux faire, c'est guérir vos bêtes. Pour le reste, on verra, je dirai sur place. Ça fera un déplacement, bien sûr, et puis mes frais, vous comprenez. Pendant que je ne suis pas là, de pauvres gens souffrent et m'attendent. Enfin, je ne peux pas vous refuser cela. Il s'est levé, le mage, avec componction, et debout, il avait encore l'air d'être assis. En effet, c'était un nain énorme, vieux, avec des yeux étranges, la seule chose mobile et vivante de ce corps informe. Marcel l'a aidé à se hisser dans la fourgonnette, mort de peur et de respect. En arrivant à la ferme, le mage organise son cérémonial. Ah, c'est important le cérémonial, hein. Sans cérémonial, il n'y a pas de mage. D'abord, il examine tout le monde sous le nez et en silence. Ada, son mari, son frère, le gamin. Rangés en cercle autour de lui, impressionnés, les patients respectent un garde-à-vous insolite. Enfin, le mage parle. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Appelez-moi maître. Qu'est-ce que vous voyez, maître? Des choses. Des choses troubles. Des forces mauvaises. Et là, il faut que je trouve. Il faut que je trouve sur qui ces forces se concentrent. Petit tour à nouveau sous le nez de chacun. Puis le mage plante résolument ses yeux dans ceux du mari. Voyons. Ne bougez pas. Non. Puis dans ceux du frère Étienne, 17 ans, apeuré. Regarde-moi. Il y a quelque chose. Ah oui, il y a quelque chose. Mais tu es victime. Ce n'est pas toi. Et puis dans ceux de l'enfant qui pleurniche. Voyons. Voyons, cet enfant, lui aussi est victime. Mais le sort n'est pas de lui. Alors il reste Ada. Ada. Le mage a tout de suite senti que c'était elle, que c'était sur elle qu'il fallait jouer pour gagner à coup sûr. Elle est figée, littéralement hypnotisée par ce gnome ridé qui tourne autour d'elle. Elle est prête à tout croire, à tout accepter, à tout subir. Ma fille, le mauvais sort est sur toi. Toi seul peux faire quelque chose. Tu sais d'où vient ce mauvais sort. Non, non, ne le dis pas. Mais il est en toi, tu le sens? Oui, il t'envahit, il est entré en toi il y a longtemps. Tu en ressens le poids, tu vois son visage. Non, ne dis pas qui c'est, mais tu vois son visage, n'est-ce pas? Oui, alors c'est bien. C'est à toi que je vais donner les ordres. Suis-moi et montre-moi tes bêtes malades. Comme un automate, Ada suit le mage jusqu'à l'étable. Devant la porte, il profère quelques mots incompréhensibles, il fait des gestes mystérieux, puis ordonne qu'on ouvre la porte. Ada ouvre la porte religieusement. Le mage se concentre. Il semble lutter contre des forces maléfiques sorties de l'étable, encore quelques mots cabalistiques, un ou deux signes de croix, et il entre. Qu'on m'apporte une bassine. On la dépose au pied du maître. Ada, approche-toi, ma fille. Je vais te confier le grand secret du sel rouge. Et moi aussi, je vais vous le confier, ce grand secret du sel rouge. Et vous allez voir comme c'est bête. Bête et méchant. Bête, méchant et terriblement grave. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Du sel. N'importe quoi. Mais attention, du sel rouge, s'il vous plaît. Rouge parce que ça fait bien, ça impressionne le bon peuple. Alors le mage a sorti de sa valise une boîte de sel rouge. C'est du vulgaire sel gemme. On en trouve dans tous les gisements de Franche-Comté, il suffit de s'en procurer un bloc et de le concasser.
Il y en a du jaune, du gris, du bleu, du vert ou du rouge. Le mage a choisi le rouge. Il le verse lentement dans la bassine et entreprend de le concasser. Quelques formules toujours incompréhensibles, mais le mage traduit aimablement. À présent, le sel rouge possède les 17 dons de Dieu. Je les possède moi-même, mais je ne puis les révéler. Tu vas le faire manger aux bêtes. Ensuite, tu donneras à chacun un petit sachet. Ils devront le porter sur eux en permanence, contre la peau, et ne jamais s'en séparer. Rappelle-toi bien, Ada, tu dois en faire manger aux bêtes, de force si nécessaire. Toi, ton mari, ton frère, ton fils, vous le porterez sur vous. Mais ça va faire quoi? Je ne peux pas te le dire. Mais le sort s'en ira peut-être. Peut-être. Sinon, je reviendrai. Il arrive que le mauvais sort résiste au sel rouge. Mais je reviendrai. Fais bien ce que je t'ai dit, surtout. Et prends garde. Le sel rouge est dangereux. Il a des forces terribles qui lui viennent de Dieu. Et allez donc. Pourquoi pas Dieu dans tout ça? On ne risque rien. Ayant touché le prix élevé de son intervention, le mage regagne ses pénates. Une longue file de malheureux l'y attend avec impatience. Son temps est compté. À pleine main et au coucher du soleil, c'est recommandé, Ada enfourne le sel rouge dans la gueule du veau malade et dans celle des vaches. Opération délicate et difficile. Elle surveille elle-même le placement des petits sachets, qui sur la poitrine, qui dans le pantalon, et tout le monde va se coucher. La nuit est mauvaise. Dans son lit, le gamin s'agite. Il tourne et retourne son petit corps comme si le diable s'y trouvait. Ada ne dort pas. Elle ne peut pas dormir. Les yeux du mage la poursuivent, sa voix le hante. Le mauvais sort est sur toi. Tu connais son visage. Le mauvais sort est sur toi, tu connais son visage. Le mauvais sort est sur toi. Le petit sachet de sel rouge lui brûle la peau. La bassine magique remplie de sel rouge danse devant elle une sarabande infernale, et au milieu de la bassine un visage, celui du mauvais sort, un visage rouge grimaçant qui ricane. C'est celui de la voisine. C'est elle, la jeteuse de sorts, cette voisine qui ne les aime pas. Ada l'a toujours su, elle en est certaine à présent. Au petit matin, elle est en transe. Elle court voir les bêtes. Dans l'étable, 3 vaches amorphes et le veau qui gémit. Tout le corps de l'animal est parcouru de frissons. Il a les yeux fous. Les yeux d'une bête malade, tout simplement. Mais pour Ada, c'est un signe. Le diable ne partira pas. Il a résisté au sel rouge. Il ne partira pas à moins qu'elle, Ada, seule détentrice des ordres du mage, fasse quelque chose. Qui est Ada? Je vous l'ai dit, une robuste fermière de 30 ans, apparemment pas plus bête qu'une autre, pas plus folle que n'importe qui. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour que la pauvre fille se retrouve devant un tribunal d'assises accusée de meurtre? Comment vous expliquer, monsieur le juge, ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas. J'ai pris une crise. Ça venait dans les jambes. Ça éclatait dans ma tête. C'était une force qui me prenait. Je sais pas. Mais d'où venait cette force? De la voisine? De celle qui nous aimait pas? Et qu'avez-vous fait ensuite? J'ai fait entrer tout le monde dans la maison. Je leur ai dit, faut se cacher sous les couvertures, et il faut manger du sel. Mais le mage, vous avez bien dit que c'était dangereux. Il l'a dit, mais j'étais plus moi-même. Et ensuite, j'ai forcé mon fils à en avaler une gorgée. Il pleurait. Il voulait pas. Il a craché tout. Il a eu la bouche brûlée, les lèvres aussi. J'ai pas réussi à lui faire tout manger.
Alors après, j'ai essayé sur mon frère, Étienne. Lui non plus voulait pas. Je l'ai forcé. Il étouffait. Il est devenu bleu. Je me rendais pas compte que je lui appuyais la tête dans la bassine. J'appuyais. Je savais plus si je voulais qu'il avale ou qu'il recrache le sel rouge. J'y voyais plus. Mes mains appuyaient toutes seules, c'était pas moi. Je voulais pas le détruire, lui. Votre frère a eu le larynx écrasé contre le bord de la bassine métallique. Il était mort étouffé, et vous le teniez encore. Vous ne vous êtes pas rendu compte? Non. C'est le sort, monsieur le juge. C'est le sort, c'est pas moi. C'est le sort. Il n'avait qu'à se défendre, il s'est pas défendu. Pourquoi? Pourquoi il s'est pas défendu? C'est fini. Ada n'a plus rien à dire. Elle n'entend même pas la déposition du mage cité comme témoin. Et oui, témoin seulement. Un témoin à qui le président s'adresse avec prudence, c'est qu'il n'est accusé de rien, le maître. Personne ne l'accuse, même pas l'accusée elle-même, puisque c'est le sort, le responsable, elle en est convaincue. Monsieur François P., le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez joué un bien vilain rôle dans cette affaire. Le mage ne comprend pas. Il demande pardon au président, mais il est atteint d'une surdité qui l'empêche de suivre les débats convenablement. Mais que monsieur le président ne s'y trompe pas. Je ne suis pas sorcier. Je suis navré que la rumeur publique ait répandu ce bruit. Je ne suis que guérisseur. L'effet du sel rouge est indiscutable dans certains cas. Les bons résultats obtenus sur les animaux le prouvent. J'ai une liste d'attestations que je tiens à la disposition des jurés. Je ne comprends pas, j'avais prévenu cette femme. L'énorme nain vieux et difforme transpire à la barre des témoins, mais son audition sera courte. Il a pris la précaution de fournir à la cour un certificat médical précisant qu'il souffre depuis des années d'une incontinence de vessie. Et personne ne lui demandera pourquoi. Il n'a jamais pu se guérir lui-même. Et il s'en va. Il regagne ses pénates, où le flot des clients n'est même pas tari par le scandale, bien au contraire. Il s'en va, laissant derrière lui une femme à demi folle de chagrin et de terreur, qui parle de suicide, et qui fera 5 ans de prison d'abord. Il s'en va, le mage, laissant derrière lui le cadavre d'un jeune homme de 17 ans, et pour faire bonne mesure, la mort d'une vieille dame, la mère de l'accusé, veuve, ayant perdu mari, fils aîné, gendre, fils cadet. Ada était la seule vivante de cette famille maudite. La veille du procès, la maman d'Ada est allée donner à manger aux poules. Et 10 minutes plus tard, elle s'est pendue dans le grenier, avec son tablier, son gilet de laine et son fichu sur la tête. Avec une épingle de nourrice, elle avait accroché un petit papier sur sa robe, une petite lettre écrite au crayon. « Je suis lasse. J'ai connu trop d'épreuves. Il ne fallait pas me demander l'impossible. Je ne veux pas revoir ma fille devant les juges. » Voilà. Voilà ce qu'il a laissé derrière lui, le petit mage, témoin responsable de rien. Mais il était vieux. Il n'est plus. Les mauvais sorts ont toujours une fin, grâce au diable. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Lisa Soster. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus.
Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.